Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler F1, pour faire le débrief du Grand Prix du Mexique. On est à 3 manches de la fin de la saison 2022 de Formule 1. Donc, on est vraiment dans le bon état, et même il reste plus grand-chose en fait, très clairement à jouer au niveau des championnats. C'est des places d'honneur, mais on va dire que le plus gros a été fait. À part la deuxième place, la place de vice-champion du monde. Mais les deux titres sont joués, donc c'est sûr que cette fin de saison devient un petit peu moins intéressante. On va quand même revenir sur ce Grand Prix du Mexique parce qu'il y a quand même des choses à dire quand on est passionné de Formule 1. On va encore parler de la FIA. On va parler de la pénalité également qui touche Red Bull. La note du Grand Prix, top flop, comme d'habitude, de bilan des Bleus. Enfin, vous en avez l'habitude depuis le début de saison. Enfin, pas vraiment depuis le début de saison, depuis quelques Grands Prix, on a repris ce format-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. TikTok, en ce moment c'est assez calme, EPS 2.0. Il va y avoir un nouvel épisode, je vais essayer de le faire pour la fin de semaine, mais peut-être que ça arrivera dimanche ou lundi. Ça, tout dépendra de quand j'aurai le temps de l'enregistrer. Mais voilà, normalement, il va être en cours d'écriture cette semaine. Et j'hésite entre deux sujets, mais il y a un sujet là qui, je pense, est plus dans l'actualité, donc on va en parler. Parmi les choses qu'on va faire d'ici début du mois de novembre, bien entendu, piste verte. Piste verte, il y en aura un cette semaine, et ensuite, ça sera, on va dire, un toutes les semaines. Et puis, il va y avoir la route du Rhum également, dont on va parler sur la chaîne. Grand Prix du Mexique, course ennuyante, hein. Le Grand Prix, c'est vrai que c'était vraiment pas le Grand Prix de l'année. C'est con parce que les qualifs très intéressantes, belle bagarre, Q1, Q2, un peu moins en Q3. Et encore, entre Hamilton et Verstappen, c'était assez serré, mais c'est vrai que Ferrari était un peu moins dans le coup en Q3. Les essais libres 1, les essais libres 3, intéressants. Bon, les essais libres 2, comme c'était des tests de pneus Pirelli, ça m'intéressait pas énormément. Donc je ne les ai pas regardés, j'ai passé cette séance. Mais comment dire, le Grand Prix, chiant. Il ne s'est pas passé grand-chose, quoi. C'est pas une question. Certains me disent c'est parce que le circuit est nul. Non, je trouve le circuit. Alors, c'est pas le circuit de l'année, mais je trouve qu'il est sympa. En plus, vous avez le stadium. Il y a quand même une ambiance au Mexique, même si une ambiance un petit peu anti-Hamilton, quand même, on va pas se mentir. Mais heureusement, Perez je trouve, très bien réagi au moment du podium. J'ai même pas compris pourquoi ils étaient anti. Alors, c'est parce que Perez est chez Red Bull, parce que j'ai pas l'impression qu'entre Hamilton et Perez, il y a eu des soucis dans leur carrière respective. Et puis c'était pas le cas les années précédentes, donc je pense que c'est plus un problème Red Bull versus le reste du monde. Mais on va revenir surtout, mais le Grand Prix, ouais, pas passionnant. Bon, on va parler tout de suite de la FIA, qui nous a encore fait des belles ce week-end, la FIA. Je trouve que, bon, assez régulièrement, je le dis, mais c'est vrai que déjà à la fin de la période Charlie Whiting, il y avait des soucis. Mais alors là, c'est même plus des soucis, hein. C'est qu'il va falloir tout reprendre à zéro, je pense, et vraiment un jour se mettre autour d'une table. Ça serait peut-être intéressant pour débattre des problèmes de la FIA. Notamment de la cohérence des sanctions. Pourquoi la cohérence des sanctions? Ricciardo. Le cas Ricciardo. Pourquoi Stroll met un pilote dehors lors du dernier Grand Prix? 5 secondes. Ricciardo fait la même chose lors de ce Grand Prix-là, ça vaut 10 secondes. Pourquoi Russell s'est pas pris 10 secondes? Moi, je suis plutôt dans la logique que ce type de pénalité devrait être 10 secondes. Mais pourquoi, quand c'est Ricciardo, c'est 10 secondes, quand c'est Russell, c'est 5 secondes? L'erreur est la même. Il met un pilote out. Bah, pourquoi Ricciardo se prend 10 secondes? D'un Grand Prix à l'autre, on voit le problème de la cohérence des sanctions. Alors, c'est parce qu'il a même pas tapé le mur. On pourrait dire c'est parce que bon, il a tapé le mur. Il n'a même pas tapé le mur, Ricciardo. C'est parce que la voiture s'est levée. Si la voiture se lève, c'est 10 secondes. Si la voiture se lève pas, c'est 5. Enfin, voilà, il y a un moment, il y a un gros manque au niveau du règlement. Du côté, je m'excuse, il y a encore il y a des travaux hein, à côté. Je rappelle, je ne suis pas chez moi.
Pour ça, cette image est un peu plus crade, parce que c'est une webcam d'ordinateur et le son qui est un petit peu moins bien, parce que c'est un kit main libre. Je continue avec Stroll. Il y a quand même contact entre Stroll et Gasly. Pour moi, ça vaut peut-être une petite pénalité, au moins un drapeau blanc et noir. Mais moi, ça vaudrait peut-être quand même un petit truc, quoi. Un petit rappel à l'ordre, peut-être au moins un point sur le permis en moins. Stroll, rien. Le contact, il ne sert à rien. Il est dans une zone qui est dangereuse, puisqu'on est quand même sur une phase de freinage. Le contact entre Gasly et Stroll, il n'y a rien. Je trouve quand même que ça aurait mérité qu'on regarde un peu plus près Stroll sur cette action-là. Il va continuer à faire des changements de direction, vu qu'il ne sera pénalisé que s'il entraîne le crash d'un adversaire. Là, je pense qu'on aurait peut-être pu prévenir un petit peu sur les changements de direction. On a vu quand même, je vais faire un petit peu mon côté Jacques Villeneuve, c'est vrai qu'on a vu quand même beaucoup de zigzags. Ça n'a pas refroidi les pilotes, hein, le crash la Sino Stroll-Alonso, parce qu'on a vu quand même beaucoup de pilotes changer de trajectoire au dernier moment. Mais sur le cas de Stroll, il y a contact. Sur les autres, il n'y a pas contact. Donc on peut dire, hey, il n'y a pas contact. On agit que s'il y a un contact entre les deux voitures. Là, il y a quand même contact entre les deux voitures. Je pense qu'on aurait pu quand même au moins ouvrir une enquête, ce qui n'a même pas été le cas. Le cas Gasly, bon, je ne vais pas vous mentir que c'est un petit peu ce que je sentais, quoi, hein. C'est-à-dire, dès qu'il va faire quelque chose, il va prendre. Là, par contre, il y a erreur de sa part, hein. Il met le pilote en dehors. Il aurait dû rendre la position à Stroll. Après, est-ce qu'il n'a pas pris la pénalité exprès? Parce que de toute manière, sinon il ne pouvait pas dépasser Stroll. C'est peut-être aussi le cas de Pierre Gasly. Mais il se retrouve dans une position dangereuse parce qu'il n'a plus que 2 points de la licence des pilotes. Mais c'est vrai que là, on ne peut pas vraiment défendre Gasly sur le cas de Pierre Gasly ce week-end. Par contre, je vais revenir sur la pénalité d'Alonso. Pénalité donc d'Alonso qui a été annulée, la pénalité du Grand Prix précédent, du Grand Prix des États-Unis. Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez grave. C'est que la FIA annule la pénalité. Dans un premier temps, on serait tenté de dire c'est bien, ils comprennent qu'ils ont fait une erreur. Mais en fait, ils n'annulent pas la pénalité parce que eux commettent une erreur, ils annulent une pénalité parce que la réclamation est arrivée 26 minutes trop tard. C'est-à-dire qu'on risque quand même de créer un précédent sur il y a une pièce qui peut se décoller, on n'est pas sûr, il y aura donc 30 secondes de pénalité à la fin de la course. C'est un peu la double peine, ça, quand même, parce qu'ils ne disent pas on a annulé la pénalité parce que la pénalité n'était pas justifiée. Ils disent c'est parce que on a pris la réclamation 26 ou 36 minutes trop tard. Et ça veut dire que pour eux, la pénalité donc était justifiée. Je trouve que là encore, on est en train de créer un précédent. Et encore une fois, la FIA n'explique pas pourquoi en 30 tours, ils n'ont pas été capables de mettre soit un drapeau noir, soit un drapeau noir et orange pendant 31 tours. 31 tours, je crois précisément. Pendant 1 heure, donc, il faut qu'il y ait une réclamation de Haas. 4 heures après le Grand Prix, on prenne la décision. Je pense qu'on aurait pu prendre la décision tout de suite. Et encore une fois, ça cause encore la question des pénalités pour des faits de course qui arrivent 3 heures après le Grand Prix. Je veux bien quand c'est une anomalie technique, parce que parfois il faut démonter des pièces et ce genre de choses. Par contre, quand c'est un fait de course, pour moi, on devrait ne plus pouvoir avoir de pénalité après un fait de course. C'est-à-dire, il faudrait, après le podium, on ne devrait plus pouvoir changer le classement pour des faits de course. On devrait seulement le changer pour des faits d'anomalie technique. On va revenir sur la pénalité Red Bull. Pénalité Red Bull donc, qui est tombée tout simplement. Du temps, c'est du temps d'ingénierie en moins, c'est-à-dire que l'année prochaine, Red Bull aura du temps de soufflerie en moins, que ce soit de la soufflerie physique, mais également de la soufflerie par ordinateur. Donc ça sera du temps qui sera retiré par rapport aux adversaires. C'est une pénalité, je trouve que cette pénalité ne va pas assez loin. Je trouve que cette pénalité est intelligente, mais je trouve qu'elle ne va pas assez loin parce que ça ne fait pas peur aux autres équipes, cette pénalité-là.
moi, ça ne m'étonnerait pas que l'année prochaine, il y a d'autres équipes qui tentent de dépasser le budget de cap. Moi, j'aurais voulu une sanction beaucoup plus sévère de la part de la FIA. J'aurais voulu une sanction également financière de la part de la FIA. Alors, il faut savoir qu'ils ont dépassé 2 millions d'euros, mais si tu enlèves l'inflation, c'est-à-dire si tu prends le taux d'inflation qui était prévu en début d'année, je crois que ça dépasse de 420 000 euros et puis 2 millions parce qu'il y a eu aussi le coût de l'inflation. Mais toutes les équipes ont dû le gérer aussi, hein, le phénomène d'inflation. Les budgets n'ont pas été augmentés avec l'inflation. Donc Mercedes, Ferrari ont dû gérer ça. Moi, je trouve que la sanction ne va pas assez loin. Il n'y a pas de sanction financière. Moi, j'aurais voulu une sanction qui soit plus lourde que la faute qu'a commise Red Bull. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que Red Bull a dépassé le budget de 2 millions. On a proposé un équivalent en fait de ces 2 millions d'euros. Mais il n'y a pas une sanction supplémentaire à ces 2 millions d'euros. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait une sanction financière en plus d'une sanction sur les temps de soufflerie et les temps d'ingénierie. Et j'aurais aimé également que du côté de la FIA, on ne négocie pas avec Red Bull. Enfin, c'est terrible ces coûts de négociation de pénalités. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, Red Bull est un peu moins pénalisé que les autres parce que ce ne sont pas des spécialistes de la soufflerie. Ils ont un tunnel de soufflerie qui est assez, en fait, qui n'est pas extrêmement bon. Un tunnel de soufflerie Red Bull, c'est le plus petit de toutes les équipes de F1. Il faut savoir qu'il date de la Seconde Guerre mondiale, qu'il servait de soufflerie aux avions de la Seconde Guerre mondiale et qu'il a été récupéré ensuite. Il est passé de main en main. Mais c'est le petit tube de soufflerie. Je pense donc que Red Bull est une équipe qui passe beaucoup par informatique, peut-être pas beaucoup dans du temps de soufflerie réel. Ça va les pénaliser forcément, mais peut-être pas autant que d'autres équipes. Et moi, peut-être pas autant que Sauber, par exemple, qui a une soufflerie exceptionnelle, la soufflerie de Sauber. Et moi, j'aurais aimé qu'il y ait une pénalité peut-être supérieure pour que ça fasse peur aux autres équipes. Là, je ne suis pas sûr que ça fasse peur aux autres équipes. Note du Grand Prix, 9 sur 20. Pourquoi? Grand Prix chiant. Le Grand Prix est une purge, hein, vraiment pas passionnant. Enfin voilà, il ne s'est pas passé grand-chose pendant la course. Par contre, qualif et essai très intéressant avec presque une bagarre à 3 avec Red Bull, Mercedes, Ferrari. C'est la première fois de la saison qu'on a vraiment vu 3 voitures, on va dire en qualif, parce que ce n'était pas le cas en course, mais d'un niveau presque équivalent. Donc c'est un peu rassurant sur la capacité de Mercedes à progresser l'année prochaine. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Le bilan des Bleus, on commence avec Esteban Ocon. Bon week-end pour Esteban. Tout d'abord parce qu'il était assez proche de Fernando, que ce soit en temps de qualification ou en rythme de course. Ils avaient un rythme, on va dire, assez proche. En qualif, je crois l'écart est de 130 millièmes. Et en essai, l'écart était assez proche entre les deux. Donc ça, c'est intéressant parce qu'Ocon doit aussi montrer qu'il est capable de rivaliser avec Alonso. Il doit faire un peu peur en fait à Gasly. Son objectif pour la fin de saison, c'est de montrer le niveau qu'il a pour mettre des doutes à Pierre Gasly. Parce que si, par exemple, Alonso, il n'a pas peur de Stroll là en ce moment. Parce qu'Alonso se dit, Stroll, c'est un mec qui est déjà à peine capable de finir un Grand Prix en ayant la voiture entière et en rythme de qualif, il ne soutient pas le rythme de Vettel. Donc, je vais pouvoir taper facilement Stroll. Alors que Gasly, il dit, Ocon, ça va peut-être pas être si facile que ça, il est quand même proche d'Alonso. Donc ça, c'est déjà important, c'est mettre des doutes à son adversaire, parce que certes, c'est votre équipier, mais c'est aussi un adversaire pour le titre de champion du monde. Si vous voulez jouer le titre de champion du monde, au moins un bon classement au championnat du monde, pilote de la part d'Esteban Ocon. C'est également intéressant pour la bagarre face à McLaren, parce qu'il apporte des points à son équipe. C'est également intéressant parce que le dépassement sur Bottas, il est beau. Alors certes, Bottas, il laisse quand même une porte, il laisse la porte. Il n'a pas tenté de revenir en termes de pilotage. Mais il fallait le tenter à cet endroit-là, le dépassement de Ocon. Et puis après, il fallait surtout résister à Bottas pendant les 2-3 tours où Bottas venait où ses pneus se mettaient bien en température et où les pneus de Bottas étaient plus frais que les pneus d'Ocon à ce moment-là. Et il a très très bien résisté et ça prouve que Ocon est un pilote qui n'est vraiment pas facile à dépasser. On se souvient notamment de Sébastien Vettel qui avait tenté pendant 65 tours en Hongrie, qui n'avait pas trouvé la solution pendant 65 tours en Hongrie face à Esteban Ocon. Donc ça c'est très intéressant.
Je trouve que voilà, c'est encore un week-end solide, mais c'est une année très solide de la part d'Esteban Ocon. Il a vraiment fait une saison tout à fait satisfaisante. Voilà, il est dans le top 8 du championnat du monde pilote. Alors c'est peut-être un peu moins spectaculaire que Fernando Alonso. C'est vrai que Fernando Alonso n'a pas été aidé par les problèmes mécaniques, parce qu'on va y revenir encore un petit peu après là, sur les problèmes mécaniques de Fernando Alonso. Mais je trouve que du côté d'Esteban Ocon, l'année est quand même très solide. Et puis lui aussi a eu quand même 2 abandons. Mais on voit qu'il a beaucoup de résultats dans les points. Il y a 4 résultats en dehors des points, dont 2 11e places et une 12e place. Donc ça veut dire que quand vous êtes 11e ou 12e, c'est que vous êtes quand même pas loin des points. Et 2 abandons. Et une 14e place, c'était du côté du Grand Prix d'Émilie-Romagne, où ça s'était vraiment pas bien passé pour Alpine, avec l'abandon également de Fernando. Alpine, par contre, week-end plus en demi-teinte, parce que je trouve que les problèmes mécaniques, ça suffit au bout d'un moment. Le moteur Alpine n'est pas meilleur que les autres moteurs, et pourtant, c'est celui qui a le plus de problèmes techniques. Alpine a eu beaucoup de problèmes techniques cette saison, et ça, c'est pas normal aujourd'hui, du côté de Fernando Alonso, d'avoir 5 grands prix avec des problèmes mécaniques, plus des problèmes en essai, plus parfois des problèmes aussi de coupure moteur en course. Enfin voilà, il va falloir trouver vraiment une solution parce que Fernando a perdu beaucoup de points avec ses problèmes mécaniques et on ne peut pas se permettre de la part d'Alpine de perdre autant de points. Normalement, McLaren devrait être loin au niveau de la bagarre pour la 4e place et à cause des problèmes mécaniques qu'ont eu les 2 pilotes, c'est vrai que Fernando Alonso a été plus touché qu'Esteban Ocon, eh bien, on se retrouve à voir McLaren qui est toujours au contact, alors que cette année, McLaren, c'est quand même plutôt un seul pilote qui a marqué les points cette année pour l'équipe anglaise. On poursuit avec Pierre Gasly. Pierre, compliqué. Pas de rythme, mais comme ça a été le cas sur beaucoup de week-ends cette année où Pierre n'avait pas de rythme, on rappelle cette année, une seule 5e place, sinon les résultats qu'il a fait dans les points c'est 8, 9, 10 et il a que 1, 2, 3, 4, 5, 6 résultats dans les points sur plus de 20 courses. C'est pas terrible de la part de Pierre Gasly et pour AlphaTauri aussi. Moi je trouve que c'est une saison décevante parce que pour moi il devait montrer Pierre qu'il pouvait mettre au point une voiture. On s'aperçoit qu'il n'a pas réussi à le faire. Qu'il devait, je trouve que Tsunoda parfois a été un peu trop proche sur certaines courses. Et puis il y a quand même eu des erreurs. Alors certes, il y a eu des erreurs stratégiques de la part d'AlphaTauri, mais il y a eu aussi parfois des erreurs de pilotage de la part de Pierre qui a parfois peut-être été un peu trop impétueux. Là, par exemple, sur le dépassement sur Lance Stroll, alors il y a 2 théories. Soit il a décidé par lui-même de se dire je ne vais pas réussir à le dépasser, je prends la pénalité et de toute manière je finirai 5 secondes devant lui. Moi, je pense plutôt que il en a un peu trop fait, tout simplement, par rapport à Stroll, dû à l'énervement de l'action précédente où les deux subissent un contact entre les 2 voitures. Parce que Pierre, il sait aussi qu'il est à 2 points maintenant de la pénalité d'une suspension de Grand Prix. Et c'est vrai que Pierre Gasly, il reste 2 courses en cette fin d'année. Mais même pour l'année prochaine, je rappelle que les points sont remis à 0. Le point qu'il a pris là ne sera retiré que l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il va rester au moins pendant 3-4 courses l'année prochaine en 2023, toujours sous la menace d'une amende. Donc il faut qu'il se tienne à carreau ou il décide de la prendre cette année, l'amende. Mais dans ce cas-là, il faut faire une grosse connerie. 2 points, il faut faire quand même une bêtise. Ou soit il faut faire une bêtise en essai, une bêtise en course. Et puis ça serait dommage de ne pas pouvoir participer à son dernier Grand Prix avec AlphaTauri, parce qu'il y a quand même une histoire avec AlphaTauri. Je crois que c'est 5 ans quand même avec AlphaTauri, donc ça serait triste. Il est arrivé en 2016 même chez AlphaTauri à l'époque, 2016 ou 2017. Donc voilà, il y a 5 ans d'histoire commune entre les deux. Ça serait triste de ne pas pouvoir les célébrer lors de la dernière course de la saison. On passe tout de suite aux coureurs au top. Les pilotes au top. Je dis souvent les coureurs au top, ça c'est à cause du cyclisme.
Les pilotes au top, on commence avec Max Verstappen parce que encore un super week-end de la part de Max, enfin super dimanche. Le week-end était quand même mal embarqué vendredi, hein. La Red Bull, tête à queue en essai libre. Tu sens que la voiture est pas très stable dans les virages rapides du circuit. Tu te dis, ça peut être pénible quand même. Oui, puis le samedi, en essai, ça se déroule mieux. Et puis il sort un super chrono en qualif. Et puis après, derrière en course, il fait une course, je dirais, parfaite parce que Red Bull a la bonne stratégie par rapport à Mercedes. Donc, ce qui fait qu'il n'est pas trop inquiété, mais il ne fait pas d'erreur non plus. Enfin, ils ont réglé le problème de la stabilité quand même pendant le week-end. Ils ont vraiment très très bien réglé ce problème-là de la part de Red Bull, ce qui montre aussi que certes, vous avez un grand Verstappen cette année, mais il ne faut pas négliger le fait qu'il y a un grand Red Bull cette année parce que quand ils ont été quelquefois mis en difficulté, ils ont toujours su réagir. Et là, on est typiquement sur un week-end où d'autres équipes n'auraient pas réussi à rectifier le tir. Et ils ont réussi à rectifier le tir comme arrivait à le faire Mercedes à la grande époque. Donc ça, c'est très fort de la part de Red Bull d'avoir réussi à faire ça. Deuxièmement, Verstappen, il colle quand même 18 secondes à Perez à domicile pour Perez. Donc ça fait mal. Nouvelle victoire cette saison de la part de Verstappen. Il les collectionne. La fin de saison est quand même assez exceptionnelle. Il est sur une série de 3 victoires d'affilée. Et sur l'année, il a collectionné les victoires, hein. Il pourrait atteindre 14, je crois, hein, ou il est peut-être déjà à 14, je ne sais plus. Ou c'est peut-être à Sao Paulo ou à Abu Dhabi où il peut atteindre les 14 victoires sur une saison. Mais il a vraiment été dominateur cette année, Max Verstappen. Et je rappelle qu'en Australie, il est bien placé, qu'à Bahreïn aussi. Donc imaginez s'il y a les podiums de Bahreïn et de l'Australie qui se rajoutent à tout ça, il aurait pu être champion presque dès la Belgique. Ou dès peut-être les Pays-Bas. Donc c'est assez sensationnel quand même l'année qu'a réalisé Max Verstappen. Donc c'est très fort. Et puis bon, quand même du côté de Sergio Pérez, il profite des malheurs de Ferrari. Il reprend 5 points d'avance sur Charles Leclerc pour la place de vice-champion du monde, qui je rappelle est l'objectif de Red Bull désormais. La place de deuxième de Sergio Pérez, il y a un peu plus que ça à jouer de la part de Red Bull, titre pilote et constructeur déjà remporté, autant réussir à faire le doublé du côté du championnat du monde. On poursuit avec Mercedes. Je mets Mercedes en top. Vous allez me dire, oui, mais ils se foirent complètement en course, ils ne prennent pas les bons pneus. Certes, on est d'accord. Moi, j'ai du mal à comprendre quand même de la part de Mercedes pourquoi on n'est pas parti sur 2 stratégies différentes. C'est ce qu'a demandé, par exemple, Hamilton a dit ça en interview. Alors après, il faut croire ou pas Hamilton. Mais il a dit, j'ai demandé avant la course qu'on ait 2 stratégies différentes. Que un parte avec des pneus soft, l'autre parte avec des pneus médiums. Pour moi, il aurait fallu que Hamilton parte avec les softs et que Russell parte avec les médiums. Pourquoi Russell partait côté sale de la piste. Donc même avec des softs, il n'aurait pas pu rivaliser avec Verstappen. Par contre, avec des médiums, il aurait pu tenter cette fameuse stratégie medium soft que n'a pas tenté Mercedes, qui a tenté notamment Ricciardo, et on voit que ça marchait très fort pour Ricciardo. Je pense que Hamilton, lui, il aurait dû prendre les softs. Pourquoi ? Il partait côté propre de la piste, 3e dans l'aspiration de Max Verstappen. Il aurait pu peut-être menacer Verstappen et tenter de bloquer Verstappen lors de son premier relais, parce qu'on voyait quand même sur ce Grand Prix du Mexique qu'il était très difficile d'être en deçà de 1 seconde 6 d'écart. 1 seconde 6, 1 seconde 5, tu voyais que c'était compliqué après au niveau des pneus, qu'il y avait des surchauffes, des problèmes au niveau des freins et que c'était très compliqué de se suivre très longtemps entre 2 voitures. On a vu ça pendant tout le Grand Prix, c'est pour ça qu'on a eu aussi peu de dépassements pendant la course. Du fait que je rappelle que le Mexique, on est en altitude, ce qui veut dire qu'on a moins, la densité de l'air est moins importante, il y a moins d'oxygène, donc ça refroidit moins les moteurs, les freins, toutes les pièces mécaniques, donc ce n'est pas évident pour faire fonctionner tout ça correctement. Donc de la part de Verstappen, de bon week-end, et de la part de Mercedes, certes, il y a la déception parce que je pense qu'ils pouvaient jouer la victoire et qu'au final ils finissent 2e et 4e, et au moins les 2 voitures auraient pu finir sur le podium. Mais en même temps, qui aurait dit en début de saison que ces voitures-là qui n'avançaient pas, qui n'étaient pas dans le rythme sur les premiers Grands Prix de la saison,
puisse jouer à la régulière un podium, je pense que peu de personnes auraient misé là-dessus et auraient pu se battre pour la gagne, encore moins. Et on voit la force qui a toujours été la force de Mercedes, c'est de réussir à rectifier le tir très vite. C'est-à-dire que Mercedes, quand ils sont en difficulté, ils arrivent quand même à trouver des solutions. Alors certes, cette année, ils étaient vraiment en grosse difficulté et ça a pris un peu plus de temps que les années précédentes. Mais depuis l'arrivée de Toto Wolff, depuis l'arrivée d'Hamilton en 2013, il y a une vraie différence à partir de 2013, c'est une équipe qui a toujours réussi à rectifier les situations. À une époque, ils avaient eu un problème moteur, ils avaient rectifié le tir au niveau de leur problème moteur. Quand ils ont eu des moins de performance moteur, eh ben, ils ont réussi à rectifier le tir en travaillant sur le châssis. Ils ont toujours réussi à s'en sortir. Quand ils avaient les pneus qui surchauffaient, ils surchauffaient 4-5 courses et ensuite ils trouvaient une solution pour éviter d'avoir du cloquage et du blistering. C'est la force de Mercedes, c'est la force de frappe de Mercedes au niveau pour améliorer les choses parce qu'ils ont un staff autour qui est juste énorme et très performant. Mais aussi, ils se sont plantés en termes de stratégie, ce qui est assez rare de la part de Mercedes quand même de se planter sur le choix de pneus, sur la stratégie. Alors c'était arrivé une année avec Hamilton qui avait dû bloquer Verstappen pendant je ne sais plus combien de tours à Monaco. Mais c'est quand même très rare que Mercedes se plante en termes de stratégie. Ça montre aussi que quand on joue plus la gagne, quand on n'est plus habitué à jouer la gagne, eh ben on perd un petit peu la main. Et c'est ce qui s'est passé ce week-end, je pense, du côté de Mercedes. Je termine avec le dernier pilote, c'est Ricciardo. Ça fait du bien de voir Ricciardo avec le sourire. C'est pas arrivé souvent cette année. Et là, il avait le sourire Daniel Ricciardo. Ça montre que Ricciardo, il est toujours capable d'être rapide au volant d'une Formule 1 aussi. Pour l'année prochaine, par exemple, pour 2024, s'il y a des équipes qui veulent négocier un contrat avec Daniel Ricciardo, peut-être. Et aussi, ça montre que en Formule 1, avec une bonne stratégie, on peut faire des miracles. Ça a été le cas avec Ricciardo parce qu'il n'est pas très rapide en qualif. Par contre, super bonne stratégie. Et pourquoi on a pris une bonne stratégie? Parce qu'on n'avait rien à perdre de la part de Ricciardo. Et je trouve que Mercedes, qui n'avait pas grand-chose à perdre au niveau championnat constructeur ni championnat pilote, aurait dû tenter deux stratégies différentes et aurait dû tenter les softs. C'est ce qu'a tenté Ricciardo. Ricciardo était en dehors des points. Il ne joue plus le championnat depuis longtemps. De toute manière, il ne fera pas un bon classement au niveau du championnat pilote. Donc autant tenter de prendre des risques. Ça peut. De toute façon, si ça ne marche pas, de toute manière, tu marquais pas de points avec ta stratégie précédente. Et si ça marche, tu peux tenter de te battre pour la gagne. C'est ce qu'a totalement prouvé Daniel Ricciardo. Ça montre aussi la stratégie de Daniel Ricciardo que les pneus Red Bull, ils n'arrivent toujours pas à faire des pneus aussi performants que Bridgestone à l'époque où Bridgestone était en Formule 1. Parce que Bridgestone, ils ont compris, ils ont mis 1 an ou 2, j'irais 2 ans, à avoir des pneus durs et des pneus tendres qui a un écart de performance assez similaire sur tous les circuits du monde. Pirelli, ça fait depuis 10 ans qu'ils sont en Formule 1, parce que c'est 2012, ils ne sont toujours pas capables d'avoir des pneus durs déjà qui marchent sur tous les circuits, parce que la plupart des circuits, les pneus durs, ils ne marchent pas, et d'avoir des softs et des médiums qui aient des écarts de performance toute la saison de manière à peu près constante. Ce qui fait que les stratégies, on ne peut pas tenter des coups stratégiques. C'est très rare quand on peut tenter des coups stratégiques en Formule 1 aujourd'hui avec les pneus, parce que les pneus ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner en théorie. Alors je ne sais pas si c'est le cahier des charges de la FIA qui est pourrave ou si c'est Pirelli qui ne sait pas faire de pneus de Formule 1. Mais là, normalement, ce n'est pas normal que des médiums aillent plus vite que des softs. Mais ce n'est pas normal aussi que des softs durent 30 tours. Normalement, les softs, ils ne devraient pas durer plus de 12-13 tours en Formule 1. Et tant qu'on aura des pneus qui auront des durées de vie assez incompréhensibles, qui auront des fonctionnements assez incompréhensibles, on ne pourra pas faire des stratégies innovantes en Formule 1 ou que très rarement. Alors là, Ricciardo a tenté, mais la Formule 1, c'est aussi de la stratégie. Moi, j'ai connu les courses avec les arrêts ravitaillement en essence. C'était des coups stratégiques parfois. Le mec qui tentait un arrêt ou le mec qui tentait 3 arrêts ou 4 arrêts. On a vu parfois Schumacher tenter la stratégie à 4 arrêts au stand, notamment une fois à Manicourt. Il y avait des coups stratégiques qu'on a pu aujourd'hui, ce qui fait que, par exemple, une course comme hier, si on a des pneus qui ont des écarts de performance où le pneu soft peut durer que 15 tours
et le médium dure 30-35 tours, mais avec un niveau de performance où les 3-4 dixièmes derrière, on peut tenter des coups stratégiques. Là, on le voit très bien. Déjà, même Pirelli n'arrive pas à comprendre comment marchent les pneus, parce que quand même Pirelli donne des informations à Amazon pour faire les graphiques de Formule 1. Eux, la stratégie un arrêt, pour eux, c'était medium hard. Ils ne pensaient pas du tout au soft dans cette stratégie-là. Et on voit que pourtant, la meilleure stratégie, c'était de faire medium soft hier. C'était pas du tout medium hard. Donc, Pirelli comprend même pas ses propres pneus. C'est là où je me dis que, bon, bah, à un moment, il va peut-être falloir faire quelque chose quand même au niveau des pneus en Formule 1, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On passe tout de suite au bonnet d'âne. De la part des bonnets d'âne, du côté des bonnets d'âne plutôt. Mick Schumacher, il est sur la sellette, Mick Schumacher, on le sait tous. Le Grand Prix qui vient de se dérouler ne suffira pas à le sauver. Mick Schumacher en F1, il n'a pas montré assez de choses pour le moment. En fait, quand vous êtes en Formule 1, vous devez montrer que vous êtes indispensable à cette catégorie. Que ce soit dans l'équipe dans laquelle vous êtes, mais également pour la Formule 1, dans le monde de la Formule 1. Un cas comme Pierre Gasly, il montre qu'il est indispensable à AlphaTauri au fur et à mesure des années, mais il montre aussi qu'un pilote comme Pierre Gasly, on ne peut pas faire une saison de Formule 1 sans avoir un pilote comme Pierre Gasly. Eh bien, le problème de Mick Schumacher, c'est qu'il n'a pas montré qu'il était indispensable aux yeux des suiveurs de la Formule 1. L'année prochaine, il n'y a pas Mick Schumacher, on ne va pas pleurer. Autant, par exemple, quand Ocon a eu une année sabbatique, on s'était dit, c'est dommage, c'est quand même un pilote qui a un gros potentiel. À l'inverse, quand Nico Hülkenberg a fait une année sabbatique, on ne s'était pas dit, Nico Hülkenberg, fantastique, parce que Nico Hülkenberg en Formule 1, à ce moment-là, c'était pas fantastique. Bon, Nico Hülkenberg, il n'a jamais eu le niveau en Formule 1 qu'il avait en GP2. Il faudrait quand même se poser une question, parce que dans les formules de promotion, Hülkenberg, exceptionnel, c'était un champion du monde en puissance, ce qui n'était pas le cas du côté de la Formule 1, ce qui est bien dommage. Du côté de Mick Schumacher, il y a ce problème-là. Et aujourd'hui, si tu ne montres pas que tu es indispensable, il ne sera pas pris chez Haas. Mais Williams n'a pas pensé à lui. Par exemple, Williams aurait pu se dire, tiens, en plus, on va peut-être avoir Porsche bientôt avec nous. Un pilote allemand, ça peut nous aider à fiabiliser le contrat avec Porsche. Aston Martin ne s'est pas dit, tiens, à la place de Vettel, tiens, Mick Schumacher peut être intéressant. AlphaTauri ne s'est pas dit, tiens, Mick Schumacher, ça peut être intéressant. Ça montre bien que du côté de la Formule 1, on n'est pas convaincu du talent de Mick Schumacher. Mais en fait, tout le problème autour de Mick Schumacher découle de la monoplace de Formule 2. Pourquoi ? Parce que cette monoplace de Formule 2 ne permet pas de savoir qui est le meilleur pilote. Cette monoplace de Formule 2, elle n'est pas suffisamment bonne pour décider, pour montrer qui est le meilleur pilote. La F2, normalement, le mec est champion de F2, les 3 premiers de F2, on devrait être sûr de leur talent. Et le champion de F2, il devrait être meilleur en Formule 1 que le 3e de Formule 2. Sauf que Mick Schumacher, avec cette monoplace qui a des soucis d'embrayage, qui a un embrayage qui est très capricieux, ce qui fait que les phases de départ sont très compliquées, qui a aussi des gros problèmes de fiabilité, on s'aperçoit que déjà en F2, si tu es dans une bonne équipe comme Prema, comme ART, j'en passe, c'est déjà un avantage. Quand tu maîtrises l'embrayage et les phases de départ, c'est dur de se retrouver au-delà de la 4e place. Et si tu es soutenu par un driver development, ça aide encore plus. Schumacher, il est rentré dans ces 3 cases-là. Soutenu par un driver development, c'était Ferrari, par une académie de jeunes pilotes. Maîtrise des phases de départ, c'est comme ça qu'il est devenu champion de F2, c'est parce qu'il dominait sur les phases de départ. Et puis, dans une grosse formation qui était Prema. Prema, c'est l'une des meilleures équipes de Formule 2. Ce qui fait que ça l'a aidé à être champion de Formule 2. Mais ce qui fait qu'on croit qu'il a un super potentiel, alors que moi j'ai toujours dit, je pense que Mick Schumacher n'a pas un gros potentiel. Parce qu'en F3 Euro Series, il a mis quand même beaucoup de temps avant de s'imposer.
parce que sa première saison à F2, elle est vraiment pas bonne, pourtant chez Prema, et qu'il est devenu champion de la F2, surtout parce qu'il maîtrisait les phases de départ, et sur une année où peut-être que la F2 n'était pas fantastique. Moi, j'ai toujours dit, par exemple, j'aurais plutôt mis Callum Elliott que Mick Schumacher en F1. Mais bon, ils ont décidé de mettre Mick Schumacher, c'était un choix. Mais pour moi, c'est un choix qui aujourd'hui, il n'a pas montré assez de choses en F1. Voilà. Et c'est le gros problème aujourd'hui de Mick Schumacher, c'est qu'il n'a pas montré qu'il était indispensable, et c'est pas avec une 16e ou 17e place lors du Grand Prix du Mexique qu'il a réussi à montrer beaucoup mieux. Je continue avec Williams. Pas de rythme ce week-end du côté de chez Williams. C'est vraiment une voiture assez compliquée. Et je trouve que Josh Capito, ils n'ont pas réussi vraiment à améliorer les choses. C'est-à-dire que c'est une voiture qui marche sur quelques circuits de la saison. Qui, sur les autres circuits de la saison, et on va dire plutôt dans le pack du bas, et parfois sur certaines courses, est la pire voiture du plateau, et assez largement. Ce week-end, la Williams, c'était la pire voiture du plateau. Et je trouve que c'est un petit peu inquiétant, c'est que j'ai l'impression que chez Williams, pour l'instant, Josh Capito n'a pas apporté grand-chose à l'équipe. Je trouve qu'on nous a dit, oui, il y a Josh Capito, il y a des ingénieurs qui arrivent, notamment un ingénieur français. Ça va aider les choses. Moi, pour le moment, je vois toujours les mêmes problèmes chez Williams, que ce soit cette année, que ce soit l'année d'avant, que ce soit à l'époque de Claire Williams. Je ne vois pas de changement par rapport à l'époque de Claire Williams. C'est là que je me dis, est-ce que Josh Capito, alors peut-être qu'il faut laisser encore plus de temps à Josh Capito, mais je commence à avoir des inquiétudes quant aux capacités qu'a Josh Capito d'améliorer les choses chez Williams. Peut-être aussi que c'est un manque de moyens chez Williams. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même des sponsors. Après, c'est peut-être une voiture qui a été mal conçue cette année, une mauvaise compréhension du règlement, ce qui fait qu'ils sont en difficulté cette année. Mais là, ce week-end, la voiture n'était pas très bonne. Et en plus, comme vous avez des équipes de bas de classement, comme Alfa Romeo, comme Haas, qui ont profité de ce changement de réglementation pour gagner du rythme, pour remonter dans la hiérarchie, c'est vrai que Williams, malgré 8 points au championnat du monde des constructeurs, se retrouve dernier. Et donc aura techniquement moins d'argent, moins de retombées financières que les années précédentes, parce que je rappelle que moins d'argent, maintenant les budgets sont capés, donc même si vous gagnez beaucoup d'argent d'une année sur l'autre, ça ne vous aide pas tant que ça. Je termine avec Charles Leclerc. Alors déjà du côté de chez Ferrari, week-end pas bon. Moi j'ai adoré quand même, je crois que c'est Laurent Mekies qui a dit cette phrase, je ne sais plus si c'est Binotto ou Laurent Mekies qui a dit quand même samedi soir, on peut se battre pour la victoire. Putain, ils ont de la merde dans les yeux quand même chez Ferrari. Hein. On peut se battre pour la victoire. C'est formidable. La voiture n'est pas la route dans toutes les courbes rapides pendant tout le week-end. Hein. Ça, ils n'ont pas assez à régler le problème. Le moteur avait un déficit de performance tout simplement parce que il fallait protéger les turbos à cause de l'altitude. C'est bien, c'est que ça fait quand même depuis 5-6 ans qu'on va au Mexique. Ils n'arrivent toujours pas à rouler avec la pleine puissance au Mexique. À part quand ils trichaient au niveau de leur moteur. Et encore, l'écart était moins grand que sur d'autres pistes. Mais surtout, pourquoi avoir roulé autant déchargé lorsqu'on sait que ça pose un tel problème à Mexico, l'adhérence, que l'aéro est un véritable problème sur ce circuit. Pourquoi avoir roulé autant déchargé à l'arrière? Moi, je ne comprends pas. Et surtout, on roule déchargé à l'arrière le vendredi, on voit que ça ne marche pas. On remet de l'aileron pour le samedi et le dimanche. Non, tout le week-end, ils sont restés sur la même stratégie. On décharge à l'arrière. Donc, ils ont eu des problèmes pendant tout le week-end, que ça soit en qualification, en course, en essai. Je m'attendais même à ce que ça soit encore pire en course. Mais dans les virages rapides, ils ont jamais eu de rythme. Mekies, Binotto, bon, pour moi, c'est un peu les bidas sans folie, hein, on pourrait dire. Les bidas au Mexique, mais c'est pas très efficace. Ça manque quand même d'un Jean Todt. Je pense pas à un Jean Todt, mais ça manque d'un vrai leader quand même chez Ferrari. Un vrai problème de leadership au niveau de l'équipe depuis 15 ans. Donc ça fait depuis le départ de Jean Todt, ils n'ont pas retrouvé un leader. Ils ont tenté Domenicali, Binotto.
ça marche jamais. Donc il y a un vrai problème de ce côté-là. Malgré tout, pourquoi je mets plus Leclerc que Ferrari et que Sainz en flop? Tout simplement parce que Leclerc, il pète la moitié de la bagnole en essai. Donc forcément, ça a posé des problèmes au niveau moteur et au niveau DRS. Je pense que c'est pour ça que le DRS a eu un problème lors des qualifications. En qualif, bon, il se rate en qualification, mais problème de DRS plus problème des coupures moteur. En course, encore des problèmes des coupures moteur, mais il est quand même loin de son équipier. Et pendant tout le week-end, il était loin de son équipier, pas de rythme, en grosse difficulté. Donc, et je trouve que ça fait 2-3 courses où Sainz est quand même plus performant que lui sur le week-end. Il faudrait peut-être pas rectifier totalement le tir, mais ça veut peut-être dire quelque chose sur la situation avec un Sainz qui peut-être maîtrise de mieux en mieux ses Formule 1 New Generation et d'un Leclerc qui est un petit peu en retrait en cette fin de saison. Peut-être un manque de motivation également du côté de Charles Leclerc ou peut-être désabusé tout simplement Charles Leclerc. Ça fait quand même depuis 2019 qu'il est chez Ferrari. Bon, il n'y a toujours pas de titre de champion du monde pilote. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut cogiter dans la tête du Monégasque pour la suite de sa carrière. Après, c'est sûr que quand tu as les Bidas à la tête de l'équipe, enfin voilà, c'est quand même des branquignoles les deux. Enfin, Mekies et Binotto, à un moment, c'est quand même incroyable parce qu'on donne de plus en plus un rôle de plus en plus important à Laurent Mekies. Je rappelle que c'est quand même le responsable de la triche au niveau moteur, qui a quand même coûté beaucoup, je pense, à l'image de Ferrari. Moi, je trouve ça incroyable qu'on donne de plus en plus de fois au mec qui est responsable peut-être de beaucoup de soucis ces dernières années. Mais bon, c'est Ferrari. S'il y avait encore une intelligence et une logique dans les choix que fait ce groupe, que ce soit d'un point de vue sportif, mais aussi le groupe automobile, ça se saurait, parce que Ferrari qui fait des SUV, ça pique un peu les yeux. On passe tout de suite au classement, aux différents classements. Je commence avec le classement pilote. Max Verstappen en tête avec 416 points, devant Sergio Perez 285 points d'avance sur Charles Leclerc. Nous retrouvons ensuite George Russell qui a une quinzaine de points d'avance sur Lewis Hamilton. Ensuite, nous avons Carlos Sainz, 6e, qui s'est fait passer par Lewis Hamilton ce week-end. On retrouve ensuite Lando Norris, un peu seul au monde à la 7e place. Esteban Ocon, 8e. Fernando Alonso, 9e. Valtteri Bottas, 10e. Daniel Ricciardo remonte à la 12e place au niveau de ce championnat du monde. Pilote du côté du championnat du monde constructeur, Red Bull reste en tête et de toute manière est champion avec 696 points. Est-ce qu'ils arriveront à atteindre les 750 points d'ici la fin de saison? Ferrari deuxième, 40 points d'avance sur Mercedes. Ça semble compliqué quand même que Mercedes aille chercher 40 points. Mais il ne va pas falloir marquer 0 points que ce soit à Sao Paulo et à Abu Dhabi. Alpine quatrième. Alpine qui a 7 points d'avance sur McLaren. Le match est toujours aussi serré. Alfa Romeo a 4 points d'avance sur Aston Martin. Là aussi, le match est toujours aussi serré entre les deux équipes. As a un petit point d'avance sur AlphaTauri. Là aussi, le match est serré. Et puis Williams, 8 points, bonne dernière. Et ça devrait rester comme ça d'ici à la fin de saison. Prochaine course au Brésil. Ça sera dans 2 semaines du côté du Brésil, Grand Prix de Sao Paulo avec Lula. Alors, il va falloir faire quand même attention parce que avec la situation quand même politique au Brésil, on espère que Bolsonaro va considérer que les élections sont légales et va autoriser Lula à prendre son poste parce que sinon le Grand Prix du Brésil, il pourrait péricliter. Donc, on va voir un petit peu la situation politique du pays. S'il y a le Grand Prix du Brésil, on fera le débrief donc dans une quinzaine de jours pour ce Grand Prix du Brésil à Sao Paulo. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. À la prochaine.